Je traînais des pieds, des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais des pieds, mes guiboles s'abîmaient, j'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote braillaient. Papy, mamie, tonton André et toutes ces pépés à mes petits soins à me pouponner. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le guidon. Du temps on pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage surtout l'été. Joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne des pieds, je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Mi cara arañada, también mis rodillas, peor mi tierno corazón. Jodidas mis zapas, vuelven a mis mejillas las migas de mi corazón. Acula Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Nous sommes dans le centre de la France, à Lurcy-Lévis, au Street Art City. Après des études de cinéma, notre invité Ben Caillou s'oriente vers le street art. Depuis une dizaine d'années, il crée des personnages empreints de poésie. Alors suivez-nous pour découvrir son univers et tout de suite, le premier choix musical de notre invité.
Alors, attends, j'entends pas, je m'entends là, et toi, je vais monter un peu. Alors, toujours en direct de ce lieu incroyable, Street Art City. Je suis avec Ben Caillou, mais avec un S à la fin et pas un X. Est-ce que c'est fait exprès ou... Peut-être, mais c'est pas par moi, c'est mon vrai nom de famille. Ah, c'est ton vrai C'est nom mon de vrai nom de famille. famille, je m'appelle Benjamin Caillous. Benjamin Caillou. Et Donc, pour le coup, apparemment, ça vient de Normandie. Ah, d'accord. Bon. Dans la famille, Caillou, et il doit y avoir un papa et une maman, et peut-être des frères et sœurs. Est-ce qu'on t'emmenait au cinéma? Est-ce qu'on t'emmenait à la médiathèque? Est-ce qu'on t'emmenait voir des expositions? Ouais, quand même, mes parents, ils ont toujours été open sur la chose, et j'ai des grands-parents qui dessinaient aussi. Il faut mettre bien ton micro comme ça. Ouais. J'ai des grands-parents qui dessinaient aussi, et oui, la famille a toujours été ouverte aux choses culturelles et tout, tu vois, on m'a toujours cultivé de façon visuelle, quoi. Bon, d'accord, mais tu dis tes grands-parents, ce qui est pas commun. C'est Que quoi ça saute une génération. Non, mais pas ça. C'était quoi leur prénom à tes grands-parents Ouais. qui t'ont aidé à dessiner là, ou que tu as observé? Qui m'ont observé. Non, par exemple, tu avais mon grand-père Paul Caillous, que moi j'ai pas connu, qui lui était ingénieur, mais qui était peintre, tu vois, à côté. D'accord, ouais. Et après, j'ai mes grands-parents et mes parents qui m'ont toujours fait dessiner quand on allait au restaurant et tout. J'avais toujours une feuille et un crayon. Et c'était mon activité principale depuis toujours, tu vois. D'accord. Donc ce plaisir comme ça. Est-ce qu'il y avait des bandes dessinées à la maison? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça? Comment ton œil s'est affûté aussi? Est-ce qu'il y avait des Picsou, des journaux de Mickey? Qu'est-ce qu'il y avait à la maison, quoi? Des comics? Non, je sais pas, tu vois, j'avais un peu de Disney en VHS, tu vois, les dessins animés, ça m'a beaucoup fasciné. Et après, non, vraiment le dessin en lui-même, je pense que ça vient plus des expos. Tu vois, j'ai grandi à Perpignan avant d'emménager en Cerdagne-Cap-Cyr, donc en montagne. Donc quand j'étais à Perpignan, il y avait quand même des musées avec, tu vois, du Picasso et tout ça. Mes parents, quand on allait à Barcelone, ils m'emmenaient toujours voir les expos. Je pense que c'est ça qui a aiguillé mon œil, tu vois. D'accord. Mais entre le fait de voir des expositions et puis de dessiner soi-même, mais de là à en faire sa profession, est-ce que les parents n'ont pas dit à un moment passe ton bac d'abord? Ça a été quoi cette chose qui a été plus fulgurante que tout, de se dire ça va être ça ma place à moi là? C'est mon lieu à moi, ça c'est ma chambre à moi, ça. En fait, si tu veux, j'avais deux passions, c'était le ski et ça. Donc à la base, mon parcours, c'est plus de faire... j'ai eu un bac en commerce, après je suis parti en STAPS. J'ai tellement fait la fête que j'ai arrêté les cours, je suis parti travailler en restauration. Ils ont dit game over. Et mon école de la deuxième chance, si tu veux, ça a été de reprendre l'école d'art. Donc sur le tard, je suis revenu faire 5 ans d'école en dessin animé, et c'est là vraiment où la décision s'est lancée sur, alors, quelle sur le fait d'en école? faire un métier. L'IDEM, qui est au Soleil, à côté de Perpignan. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui a été chouette pour trouver comme professeur ou comme justement là, créer ces personnages, créer des personnages qui existaient, créer les siens? Qu'est-ce qui a été le moteur là, pour continuer 5 ans finalement? Les rencontres déjà, le fait de... comme je te dis, j'avais une passion, c'était le ski, donc le sport. Et là, j'arrive dans le dessin, mais dans une école d'art, tu as l'aspect compétition qui était trop cool. Et puis après, le fait de... Parce qu'il y a des battles entre dessinateurs? Non, mais bon, tu vois, t'arrives avec... En fait, tu pars du lycée, t'es tous le meilleur dessinateur de ta classe. Ouais. Et t'arrives dans une école d'art, en fait, t'as tous les meilleurs dessinateurs de leur ex-classe qui sont là. Donc le challenge, c'est pas le même. D'accord. Et puis après, non, les rencontres, ouais, les profs, tu vois, j'ai eu Sue Butterworth qui a travaillé pour Astérix et Obélix. J'ai eu... après, je peux te citer des noms, mais j'ai eu des grands noms qui nous ont formés et c'était une source d'inspiration, quoi. D'accord. Mais alors, on parle d'animation. Donc, tu as travaillé vachement dans l'animation. C'est ce que tu fais toujours un peu aussi ou tu as laissé tomber complètement? Non, j'ai fait une formation en dessin animé. Ouais, dessin animé. Mais mes premiers jobs, si tu veux, après, c'était d'être graphiste animateur 2D pour tout ce qui est application mobile. Tu vois, je faisais bouger les petits personnages et tout sur des jeux que tu avais sur le téléphone à l'époque. Donc, en gros, je bossais qu'à l'ordinateur. Tu vois, alors que la base de mon plaisir, c'était le dessin. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tout largué. Et je suis retourné à bosser à l'artisanal sur les murs et sur toile, etc. J'ai lâché le numérique, quoi. D'accord. Toi, c'est pas le graphe en soi, c'est plus le dessin, les courbes, les pinceaux, l'acrylique
la bombe, que le spray. Ouais, comme je te dis, j'ai grandi à la montagne, donc déjà le graffiti, il n'était pas ultra présent dans notre culture. Ouais. Et non, j'arrive pas du tout du graffiti. J'arrive du dessin. Le dessin m'a amené sur les murs. Mais tu vois, si tu vas sur mes Instagram et tout, tous les murs que tu verras, c'est des commandes. C'est pas, il n'y a pas de mur personnel ou vandal ou etc. Ouais, alors que tu pratiquais bien la course à pied, et du coup, tu avais la condition suffisante pour barrer en courant si les flics arrivent. Est-ce que c'est arrivé? J'en ai parlé avec certains graffeurs là. Non, c'était un peu ça, quoi. Non, c'est pas du tout mon école pour le coup. D'accord. Ok. Donc, mais alors, ce plaisir, encore une fois, là, on voit là, dans ton cahier devant toi là, qu'il y a des croquis, il y a des choses magnifiques qui sont faites, mais c'est sur une feuille, quoi. Mais de passer à ce format complètement fou qui est un mur, quoi. Et puis avec des tailles différentes de murs. Ouais. Après, écoute, bizarrement, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est juste que c'est le support et ton outil qui changent. Parce qu'après, j'ai aussi un studio de tatouage, tu vois, et où je tatoue mes personnages aussi. Mais à chaque fois, c'est un outil, un support qui change. Mais en fait, mon art, ça reste le même, tu vois. Et après, j'ai un style cartoon. Donc, même sur mur, si c'est un grand format, si tu as une erreur sur la tête, elle est trop grosse ou trop petite, franchement, on s'en fout, ça passe. On n'est pas sur du dessin académique, tu vois. Donc, la marge d'erreur, pour moi, elle est énorme. Donc, j'ai peut-être moins de stress que quelqu'un qui a un style plus réaliste. Bon, donc il y a un côté extrêmement libre. Ouais. Plus libre qu'effectivement, si on parlait tout à l'heure de bande dessinée, tu m'as dit que tu en as déjà réalisé une, et que là tu étais en train de t'en mettre sur un autre projet avec un scénariste. Ouais. Voilà. Ce personnage-là, comment il... Parce qu'on le retrouve de toile en toile, hein, pratiquement. Alors donc c'est plus un personnage masculin, on pourrait dire. Ouais. Ouais, et comment il naît? Parce qu'il y a un côté un peu Pinocchio, mais un côté aussi, je sais pas, Poulbeau, qui serait un personnage en fait, une fois qu'il est né, parisien, une fois qu'il est né, tu vois, que tu as un visuel, on peut dire à quoi il ressemble. Mais après, de quoi il naît juste que j'ai toujours dessiné des personnages et ça s'est affûté avec le temps où ce petit nez, il est devenu répétitif. Cette forme de tête, elle est devenue répétitive et j'en ai fait mon identité où, tu vois, ça... C'est le Graal pour nous quand quelqu'un te dit de toute façon, on n'a pas besoin de voir qui a signé, on sait que c'est toi. Et ça, c'est la quête plus que des bons dessinateurs, il y en a plein si tu veux, mais de reconnaître qui l'a fait au moindre coup d'œil ou quand tu passes en voiture, de te dire rien qu'aux couleurs et tout, au style, de savoir que c'est telle personne, je trouve que c'est ça vraiment qui est important. Bon, alors, ce qui est aussi extrêmement important dans ton travail, parce que comme tu aurais pu être un bad boy en snowboard, il y a beaucoup d'amour dans ton travail, des cœurs et tout ça. Il y a une intention, il y a un côté un peu introspectif parfois. Il y en a qui disent, alors ils vont appeler ça de la tristesse, moi j'y vois plutôt de la mélancolie. Bien sûr. Voilà, ou se souvenir des jolies choses, ou conserver en soi de jolies choses et on peut être un peu ému et extrêmement bouleversé. Voilà, donc ce côté lancer de l'amour là comme ça, parce qu'on voit beaucoup de cœurs qui s'envolent, on voit des petits avions en papier parfois, mais aussi des cœurs. Donc ce côté justement de donner comme ça, enfin c'est des choses qui s'envolent, qui sont en mouvement. Alors moi je suis comme toi, je dirais que c'est de la mélancolie plus que de la tristesse, parce que si on dit qu'ils sont tristes parce qu'ils sourient pas, ils pleurent pas non plus, tu vois. Alors c'est juste prends en photo des passants dans la vie de tous les jours, il n'y en a aucun qui va te faire un smile énorme. Par contre, arrête-le et dis-lui de poser, il va sourire. Tu vois, donc moi, l'attitude franche et l'émotion qui est instinctive, c'est juste une pensée. Quand tu marches dans la rue, tu es dans tes pensées. Tu n'es pas là sur un sourire bloqué pour montrer aux gens que tu es heureux. Tu vois, tu es dans tes pensées. Et moi, c'est la vraie vie que j'aime bien mettre sur les trucs. Après, l'amour, les petits cœurs, quitte à être visible du public et à faire quelque chose, autant en profiter pour passer un message positif, parce que même si des fois le monde il est un peu dans la noirceur et tout, on le sait déjà, parce que ça sert à quelque chose d'appuyer dessus, tu vois. Donc voilà, moi je suis parti plus sur des couleurs chaudes, et quelque chose de positif, voilà. On a tous été enfants, le fait de traiter l'enfance, ça parle à tout le monde, que tu parles français ou pas, que tu viennes de tel pays ou pas. J'essaye de faire un truc qui nous touche humainement. Le reste, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, pour ma partie. Ce qui est présent, pas sur tous les tableaux, mais quand même, mine de rien, là, je vois même un tableau, il y a deux personnages, alors il n'y a pas de mots écrits, mais il est en train d'écrire sur une feuille. Ce qui est présent souvent dans ton travail, qu'on a pu voir aussi sur les murs extérieurs des bâtiments, c'est
quelques phrases très courtes, quelques mots, ce plaisir des mots, ou alors cette attention aux mots, à la littérature, est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans l'enfance, ou la poésie, c'était quoi, cette présence des mots comme ça Ouais, les mots me touchent, tu vois. Et après, quand j'étais gamin, il y avait des poèmes affichés chez moi, tu vois. Par exemple, c'était si un jour tu seras un homme, mon fils, de Rudyard Kipling, et c'était un peu la ligne directrice d'éducation et de vie de mon père, tu vois. C'est comment le nom de ton prénom de ton papa? Le prénom, c'est Serge. Serge. Oui. Et voilà, donc, et puis les mots me touchent de toute façon dans les échanges avec les gens et tout ça. Je trouve que c'est une excellente arme et c'est aussi un excellent pansement. Et en même temps, comme sur une carte, comme sur une map, ça donne aussi une orientation pour les gens qui regardent, où tu as la libre interprétation du visuel, mais si tu rajoutes une phrase, tu laisses quand même, t'ouvres un chemin aux gens, tu vois, pour te dire je suis parti dans cette direction. Voilà. Est-ce qu'il y a de la musique qui t'accompagne quand tu crées tes œuvres? Est-ce que tu en as dans la tête, ou est-ce que tu en mets, tu appuies sur un bouton, là tu vas sur une application et tu dis j'ai besoin de ce sentiment-là, ou je vais me laisser happer, on verra bien ce qui va sortir de tout ça? Est-ce que la musique t'accompagne dans ton travail? Non, c'est pas important, parce que autant je vais descendre à l'atelier, je vais commencer à dessiner et en fait il fait nuit et je me dis merde, j'ai oublié d'allumer la bâche, tu vois. Et autant des fois je me mets du son, autant... Non, ça dépend. Honnêtement, je peux peindre dans n'importe quelle condition, qu'il y ait du monde qui me regarde, que je sois dans une pièce avec ma fille qui me sollicite, ou tout seul. C'est vraiment quelque chose, j'arrive à me mettre dans ma bulle, quoi. Bon, est-ce que devenir papa, est-ce que ça a changé un peu le trait de ton travail? Est-ce qu'il y a un nouveau personnage qui est arrivé avec la naissance de ta fille? Je pense. Tu vois, le profil qui s'accentue avec le petit nez et tout ça, c'est sûr. Et après, la sensibilité qui change, ça ouvre d'autres portes, des émotions, tu vois. Donc c'est sûr que ça me met à un autre rang dans la vie et que j'avais pas vu avant. Donc je regarde le monde avec d'autres lunettes, je pense maintenant. Est-ce que tu as des émotions qui te parcourent dans la journée, une conversation, tu parlais, ou entendre des mots dans la rue, ou observer des choses? Est-ce que tu es quelqu'un de contemplatif et que d'un seul coup tu es happé par une émotion et tu te dis oh là là, faut vite que j'aille à l'atelier là où j'ai un crayon, un peu comme quelqu'un qui fait un rêve et qui dit mais il faut que je me réveille parce qu'il faut que je le note, ce rêve là? Comment ça vient, la création, finalement? Souvent, toi, Ben. Inspiré de la vie de tous les jours, j'engrange des informations, je suis beaucoup observateur. Et dès qu'il y a un truc qui me frappe, je le mets dans un coin de ma tête et ça ressortira quand je serai sur ma feuille après, tu vois. Après, j'ai toujours un carnet, je suis toujours en train de griffonner. Et des fois, ça m'arrive de noter, tu vois, je prends le téléphone et il y a un mot qui me vient ou une idée, je la note. Et le jour où je suis en manque d'inspiration, je viens taper dessus. Mais sinon, ça peut partir souvent, tu vois, là, ce que tu vois dans le carnet, je fais un rond, ça devient une tête. Et après, tu sais pas pourquoi, je vais faire un autre rond, ça va devenir une autre tête. Et puis en fait, je vais me dire, tiens, là, je vais mettre le bras et tout, ça va, voilà. Et ça part d'un rond, des fois, j'ai pas d'idée. Voilà. Bon, alors comme on est au Street Art City ici, il y a un hôtel ici qui est complètement incroyable. Et il y a un lieu à toi, une chambre à toi. Alors je sais pas quel numéro, j'ai oublié le numéro. 29, je crois, ou 30. 29 ou 30, ok. C'était quoi la ligne directrice que tu t'es donnée pour créer ce lieu à toi qui n'appartient qu'à toi? Écoute, de la porte d'entrée au plafond, tous les murs. Quand je suis arrivé, je savais pas trop ce que j'allais faire parce qu'on n'a pas l'habitude, si tu veux, de faire des murs sans recul et clos, tu vois. Là, c'est 4 faces, mais clos. Et du coup, c'est compliqué à travailler. Mais vu qu'il y avait des angles, je suis parti sur une communication entre mes deux personnages, féminin et masculin. Et le but, c'était de faire des personnages... un peu la réconciliation, tu vois. Si tu vois la nana dans la chambre, elle est un peu fâchée, mais elle lit quand même la lettre d'amour que son amoureux lui envoie. Et du coup, c'était plus ça. Et puis, il y a des petites maisons et tout pour dire que ce message, de toute façon, peu importe où tu es dans le monde, il traversera tout, tu vois, pour arriver à toi. Et voilà, la communication, les lettres, c'est cool, les lettres. Ouais. Tu en reçois encore ou... Parce que c'est intéressant, les lettres. Parce que c'est comme maintenant, on est comme vraiment dans les textos. Et c'est vrai que moi, le souvenir de qu'est-ce que c'était qu'attendre une lettre, surtout une lettre amoureuse, bien évidemment. Bien sûr. De voir les détails de l'enveloppe et puis décacheter et l'ouvrir. Et l'écriture, les mots qui vont y être, s'il y a des petits dessins, des petites choses comme ça, des petits signes comme ça. T'as un souvenir fort d'avoir reçu des lettres comme ça? Moi, je vais te dire, je me rappelle déjà d'une lettre d'une nana que j'avais rencontrée en vacances, mais je devais avoir 11-12 ans, tu vois. Et du coup, on était tombés amoureux, elle était partie, mais il n'y avait même pas eu un bisou ni rien, c'était épistolaire, tu vois.
Et on s'envoyait des lettres. Et je me souviens d'une lettre qu'elle m'avait envoyée. C'était vraiment l'époque où, tu sais, les nanas, elles écrivaient bien avec des gros ronds sur les Gros i. ronds, ouais. Elle m'avait envoyé une mèche de cheveux avec le scotch. La Énorme. lettre, elle était parfumée. Énorme. Mais il n'y avait rien de sexe ni rien. On était vraiment dans de la bien, tendresse. Ouais. Tu vois, il n'y avait même pas le plaisir de la chair ni rien. C'était vraiment. Et pourtant, cette odeur, elle me faisait penser à elle. Les cheveux, je trouvais ça magique. Le fait de savoir que cette lettre, elle est arrivée et que tes parents te donnent la lettre, ils t'avaient grillé parce que c'était une écriture de fille. Tu vois, c'est des trucs que les jeunes d'aujourd'hui n'auront plus ce plaisir-là. Le toucher, tu vois, du papier et tout, c'était dingue. Les lettres, t'aimerais pas recevoir une lettre Tout le même temps, si c'est de ta famille. Bah, si, bien sûr que si. Tu vois. Ouais, Et en plus, ça veut dire qu'on a anticipé la pensée d'eux. Là maintenant, c'est quand t'es en vacances, je sais même pas si ça fait plaisir aux gens d'envoyer une carte postale. Tu vois. Et puis c'est carrément même romanesque. Qu'est-ce que c'était que cette jeune fille qui, effectivement, de la pensée la plus pure qui soit, de l'amour le plus pur qui soit, d'être dans sa chambre certainement, inventer tout ça, créer tout ça, prendre du temps pour ça, et puis après, hop, on la ferme, et va la mettre à la boîte aux lettres en espérant que, parce qu'il y avait ça, maintenant on envoie un email, ça arrive directement, mais là, avec l'espoir qu'une fois qu'elle est glissée dans la... Peut-être qu'elle a même embrassé cette... bien sûr, mais oui, avant de la mettre dedans. Il y avait les empreintes Tu vois, elle va dans la boîte aux lettres, et tout l'espoir qu'elle arrive avec le facteur qui d'un seul coup devient ton allié infini, qui amène cette lettre dans ta boîte aux lettres aussi des parents et qui arrive jusqu'à dans ta chambre à toi, quoi. Pour finir, est-ce que tu pourrais me dire, il y a le castillan que tu parles, donc quelle est la langue française, mais l'autre langue que tu parles Non, je comprends le catalan, je l'ai étudié, mais j'en suis loin maintenant. D'accord, parce que j'ai vu une interview où tu parlais un petit peu comme ça. Je m'adapte, mais non, honnêtement, je la parle pas assez. D'accord. Donc la langue que tu parles, c'est ce personnage-là. Comment s'appelle-t-il ? Est-ce que c'est toujours le même ou c'est différent ? Non, tu vois, des fois, il a pas exactement la même forme et tout. C'est une grande famille, je dirais. D'accord. Voilà. Et il n'a pas de nom. Est-ce que c'est facile de donner un titre à il y a plein d'œuvres qui sont exposées là autour de nous. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est un mot qui va déclencher, qui va dire ah tiens, ça va être le titre de ça et voilà, ou c'est une fois que tu as terminé que tu dis ça va être ce titre-là? Des fois, j'essaye de la regarder avec recul et de me dire à quoi elle me fait penser et pas de lancer un mot. Et d'autres fois, tu as oublié de donner un nom, c'est quelqu'un d'autre qui va le donner. Et puis des fois, ce que je m'aperçois, c'est que c'est le nom qui fait la vente aussi. Des fois. Tu vois, parce qu'encore une fois, comme la phrase que tu peux mettre sur un tableau, le titre aussi va donner une direction. Tu vois, si tu fais un personnage et que tu dis cœur abattu, on sait que ce perso vient de vivre quelque chose. Je te mets le même personnage avec marqué bonheur, tu n'auras pas du tout la même sensation, tu vois. Et si dans quel état d'esprit t'es ce jour-là, tu l'achèteras ou tu l'achèteras pas. C'est ça qui est fou. Pourtant, c'est un mot sur une petite étiquette. Tu vois. Être ici au Street Art City, dans ce, on va dire presque village, petit village, là, ce monde qui est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui ailleurs en France ou autre part en Espagne, je sais pas, qui existent pour toi, ou ce lieu est vraiment unique pour toi ici, d'être là, quoi? À ma connaissance, et à mon expérience, un truc comme ça existe nulle part ailleurs. Ouais, et d'avoir rencontré Gilles et Sylvie, par exemple. Non, on est vraiment sur quelque chose d'atypique de A à Z. Non, c'est... T'as d'autres lieux branchés street art, éphémères ou peu importe, résidence artistique, je sais pas, autant, je sais pas. Hein. Là, vraiment, ils ont créé un concept où tous on s'est rencontrés ici, on devient une grande famille aussi, on se revend dehors, on s'organise, ça se passe des plans, tu vois, vraiment, il s'est passé beaucoup de choses depuis que je suis arrivé ici. Bon, donc on va dire que c'est une deuxième famille ici, là. Ouais, quand même. Bon, super Ben. Bon bah écoute, à bientôt, parce que de toute façon ici ce qui est chouette, je sais que chaque année c'est évolutif. Ouais. Il y a d'autres œuvres qu'on va découvrir un peu partout. Je sais pas ce qui va manquer. Et puis on attend, je te souhaite plein de belles, plein de petits avions en papier là, qui vont t'accompagner et de cœurs volants là, pour accompagner cette bande dessinée qui j'espère arrivera à terme et qu'on découvrira bientôt. Bah ouais, écoute, voilà. Donc tu m'enverras une lettre quand le podcast sera... Ah, c'est pas bête ça, ouais. Je t'enverrai une lettre pour te prévenir effectivement que le podcast est prêt. Tu vois, on va faire ça. Ça va partir de Normandie en plus. Vas-y, avec grand faire plaisir. Du chemin. À bientôt. Salut.
Vous avez pu entendre les 2 choix musicaux de notre invité. Tout d'abord, c'était Ludovico Einaudi avec Una Mattina et Nuvole Bianche. Et puis, en introduction, c'était Olivier Ruiz avec Je traîne des pieds. Entretien Fabien Eck, prise de son Melville Egbelet, musique Adrien Desarrojo, création visuelle Stéphane Perrault, photo visuelle Philippe Lévy. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt pour découvrir d'autres artistes du Street Art City.